Aujourd'hui, je vais vous parler de MultiDB avec SolidQ et SolidCache, basiquement avec Kamal. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Pareil, je vais y revenir évidemment. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous hype. Ça fait des échos avec tout ce qu'on a dit un peu sur le Slack. Donc pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'était cool. On parle de plein de trucs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va raconter? On va essayer de se poser la question de pourquoi on aurait envie de faire du MultiDB, pourquoi on aurait envie de mettre du SolidCache, du SolidQ, pourquoi le cache c'est cool et pourquoi on a envie de faire ça. Je vais vous parler un peu des concepts qui sont derrière SolidCache et SolidQ, parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces 6 derniers mois sur Internet, surtout depuis la Railsword à Toronto, parce que c'est des choses qui ont été présentées et aussi l'an dernier. Mais voilà, comment ça marche derrière, c'est pas juste une techno de plus, il y a quand même des trucs qui sont intéressants. On va essayer de le mettre en place dans une vraie app de la vraie vie, et on va le déployer, vous en doutez, avec Kamal. Mais voilà, on va essayer de prendre le parcours un peu de la problématique jusqu'à la solution, et on va essayer de déployer tout ça tous ensemble aujourd'hui. Mais rapidement, pareil, autopromo, je suis Guillaume Bridet, je suis lead dev chez SpendHQ, vous pouvez me retrouver à peu près partout sur internet, sur @Guillaume Bridet. Et voilà, j'ai fait pas mal d'open source dans ma vie, surtout sur Rails, et du coup, voilà, c'est cool. Venez papoter si vous avez envie de papoter, il y a plein de trucs qu'on peut échanger, et ce serait très très cool. Un tout petit peu de contexte, pareil, cette présentation est la suite d'un flow de présentations par le passé. J'en ai déjà parlé même ici à Paris RB la dernière fois chez Algolia, de pourquoi j'étais très friand de Kamal et de ces technologies, du self-hosted, tous ces trucs-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai été aussi invité par Slash Podcast, enfin double Slash Podcast, pareil, pour parler de Kamal 2 et continuer la propagande un peu partout, même dans d'autres écosystèmes. Mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir, en vrai c'était grave cool parce que eux ils font surtout du JS et du coup bah ça mélange un peu les écosystèmes et c'est toujours cool de pas rester centré sur soi-même, donc c'est cool. Et j'ai fait énormément d'articles sur Kamal, donc pareil, au petit auto-promo, mais si vous êtes curieux de pourquoi ces problématiques existent, bah n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours sympa. Pourquoi s'occuper pourquoi se poser la question de à quoi ça sert? Déjà, est-ce que vous savez à quoi sert SolidCache et SolidQ? Comment ça fonctionne? En gros, c'est des technologies qui sont faites pour fonctionner avec ActiveSupport et ActiveJobs. Le but, c'est un back-end supplémentaire, comme il en existe d'autres, on y reviendra. Mais voilà, c'est juste des technologies qui existent, et traditionnellement, on a l'habitude d'utiliser Redis et Sidekick pour la plupart, ou Rescue, ce genre de choses. Il y en a eu plein d'autres par le passé, évidemment. Là, l'idée, c'est de fournir une alternative à ces solutions-là, et on va essayer de voir pourquoi Basecamp et A ont eu besoin de ces technologies-là, et on va essayer de comprendre. Il y a 2 vidéos que je vous conseille très très fortement. Une de Donald McBreen qui a parlé à la Railsword de 2023 et qui a fait la présentation de SolidCache et pourquoi chez chez Basecamp du coup, ils ont mis en place cette technologie-là. La vidéo est vraiment vraiment super intéressante. On apprend plein de choses de comment en interne il fonctionne chez Basecamp et ce genre de choses, donc pareil, hyper intéressant. Et il y a Rosa Gutierrez qui pareil a parlé à la Railsworld de Toronto cette fois de SolidQ sur comment c'est implémenté, pourquoi c'est implémenté comme ça, les choix de design, les choix les problématiques que eux avaient chez Basecamp et surtout chez A. Et du coup, bah voilà, on apprend par exemple que A, c'est 19 millions de jobs par jour qui sont gérés que via une base de données. Donc voilà, il y a des trucs quand même un peu intéressants. Mais pour répondre à cette question, je pense que la réponse tient en 3 mots. C'est le coût, la simplicité, la performance. C'est comment mettre en place des technologies qui sont le plus simples possible dans Rails. Parce qu'on l'oublie, parce qu'on va plus trop souvent sur la homepage de Rails, mais la homepage de Rails, le titre, c'est quand même comment compresser la complexité dans des apps modernes. C'est quand même la philosophie de Rails depuis le début, de Hello World à l'IPO, donc l'entrée en bourse. Le but, c'est d'avoir des choses les plus simples possibles, et Rails a une philosophie qui est, on est très très chiant, je sais pas comment on dit, sur ça, pour justement être le plus simple possible avec le coût le plus faible possible. Et un truc qui est cool dans Rails 8, c'est que désormais, depuis Rails 8, la seule et unique dépendance de Rails, c'est la base de données. Vous pouvez mettre une app en prod, comme tu l'as montré tout à l'heure, juste avec une base de données en dépendance, et ça, c'est quand même relativement nouveau. Et en plus, le petit tip, c'est que ça peut être une base de données qui est du SQLite, donc vous n'avez même pas besoin d'un process supplémentaire. Donc voilà, c'est assez fou quand on y pense, parce qu'on prend des choses pour acquises, mais quand on compare aux stacks correspondantes en JS, où il se pose encore la question de quel microservice je vais changer après-demain, en fait, c'est quand même agréable de se dire que, ok, notre but ultime, c'est de simplifier des concepts qui sont très complexes de base. On a déjà plein de problèmes dans nos métiers. Essayons de simplifier la technologie au max. Petit aparté sur Rails 8, parce que en fait, le reste découle un peu de tout ça. Rails 8, c'est cool parce que il n'y a pas de toolchain à proprement parler. Si Ruby est installé sur votre poste, vous avez une app que vous pouvez mettre en production. Vous n'avez pas besoin d'installer Node, vous n'avez pas besoin d'installer Postgres, MySQL, vous n'avez pas besoin d'avoir Docker Compose pour installer tout un tas de services. Si vous arrivez à installer Ruby sur votre ordinateur, vous pourrez théoriquement
lancer votre application et la mettre en prod. Et ça, bah pareil, quand on compare à d'autres technos, c'est quand même assez fou. Avec l'import map et les no builds, pareil, bah on se rend pas compte, mais ça fait un truc de moins à gérer. Techniquement, bah vous pouvez utiliser les import maps pour déployer votre JavaScript avec Hotwire, des formulaires dynamiques, faire tout un tas de trucs. Bah pareil, c'est cool. SolidQ, on en reviendra évidemment, mais ils ont aussi un plugin qui est compatible avec Puma. Donc je ne sais pas si vous connaissez la méthode async, bah, ça va pop des threads en tâche, enfin des threads quoi tout simplement. Et ben SolidQ est compatible avec ça, donc vous pouvez encore une fois ne pas avoir de processus pour utiliser pour faire du back-end, enfin des tâches en tâches de fond, avec ce plugin SolidQ, donc ça c'est cool. Je vous parlerai évidemment de Solid Cable et Solid Cache, qui pareil, la philosophie est exactement la même, mais c'est disponible principalement depuis Rails 8, donc c'est très très cool. Et on peut faire, depuis aussi, avec Solid Cable principalement, des interactions très dynamiques avec Hotwire. On l'a déjà parlé la dernière fois, donc je vous renvoie à la vidéo de la dernière fois et à la présentation de juste avant. Rapidement, enfin pas rapidement, mais on va parler du trio Solid, donc Solid, Q, Cable et Cache. Typiquement, le concept, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de remplacer ce qu'on utilisait traditionnellement en base de données, en RAM justement, on va essayer de tout mettre en base de données. Donc c'est-à-dire qu'on va plus du tout utiliser ce qu'on mettait historiquement en RAM, donc Redis et Sidekick, tout ça, on s'en sert absolument plus, et tout va passer en base de données. Et le but, c'est quand même de rester hyper performant, et surtout de réduire au maximum les coûts. Parce que, encore une fois, et j'en ai déjà parlé l'autre jour, a été créé un peu sur ce concept-là de comment on va pouvoir déployer un client mail à grande échelle en limitant les coûts, et j'en ai déjà parlé, mais Basecamp a gagné, a économisé plus de 9 millions de dollars par an grâce à ce genre de technologie, donc c'est quand même pas négligeable. Enfin, ça dépend de la taille de votre boîte, toujours. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Si on prend une architecture classique de ce que vous voyez dans vos boîtes, probablement, vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc vous avez un load balancer, un répartisseur de charge. Bon. Un load balancer qui va taper dans plusieurs Rails. Ce Rails va taper dans une ou plusieurs bases de données. Vous allez avoir des sidekicks qui vont faire exactement la même chose. Et surtout, vous avez un petit Redis en bas, qui d'ailleurs, Redis a changé sa licence. Et d'ailleurs, c'est plus du tout aussi simple d'utiliser Redis aujourd'hui sur des cloud provider, ou du moins pas dans la dernière version. Donc voilà, la licence a changé, c'est des sortes de petites surprises qu'on a de temps en temps. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a de traditionnel dans une app Rails en prod. Grâce à justement le trio solide, on peut avoir une app qui ressemble un peu à ça. Donc on peut penser que ça enlève que Redis, mais en fait ça va permettre de faire énormément de choses. Et si on va encore plus loin, si on veut encore plus se soulager ou qu'on est à plus petite échelle, notre app en prod peut ressembler à ça. Donc là j'ai laissé la database comme ça, mais en fait ça pourrait être du SQLite. Là vous pouvez avoir des apps en prod qui rapportent de l'argent, ok, à petite échelle, mais en tout cas votre app peut être aussi simple que ça, pour déployer pour quelques euros en Allemagne si vous voulez, mais en tout cas c'est quasiment gratuit de déployer une app Rails simplement et surtout ultra performante, et ça c'est quand même assez fou. Comme je disais, il y a quand même pas mal d'avantages à faire tout ça, ça fait, mine de rien, un composant de moins à manager, parce que Redis, il faut l'installer sur tous les serveurs de vos employés, il faut l'installer en prod, il faut le maintenir, il faut le mettre à jour, il faut le backuper s'il y a besoin de le backuper, il faut faire du primary replica s'il y a besoin pour des questions de perf. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec un composant, et quelque chose qui paraît simple au début, c'est toujours un truc de plus qui peut péter en prod. Si on peut ne pas l'avoir, pourquoi s'en passer? C'est de fait moins cher, on y reviendra après sur les coûts, mais un truc de moins à gérer, c'est pas que le coût de combien ça coûte sur la facture AWS si vous utilisez AWS, mais c'est tout ce que je viens de dire, c'est comment le mettre en place dans vos équipes, ce genre de choses, c'est toujours un truc de moins à gérer. Une base de données est par nature a beaucoup plus d'espace que du Redis, parce que c'est pas en RAM, c'est sur le disque dur. Du coup, ça a énormément d'avantages, pareil, j'y reviendrai, mais on le sous-estime souvent. Je peux prendre le pari que la plupart d'entre vous n'utilisent pas le cache dans sa toute puissance, je sais pas comment on dit, à son maximum de potentiel en tout cas, parce que justement vous avez très peu de place probablement, en tout cas ça vous coûte excessivement cher. Et un truc qu'on oublie souvent, j'en ai déjà parlé l'autre jour, c'est que la technologie actuelle, le hardware actuel est devenu tellement puissant que c'est probablement assez rapide pour vos besoins, dans quasiment tout. Le truc que je dis souvent, c'est que les SSD de cette année sont plus rapides que la RAM d'il y a 2 ans. Donc en fait, on se rend pas compte de la puissance qu'on a à disposition aujourd'hui, parce qu'on a oublié à quel point sur AWS et Roku c'était cher. Mais en fait, la puissance brute de matériel est devenue tellement puissante que pour quasiment tous vos besoins, normalement ça devrait passer. Et à moi, ma feature préférée, c'est que, pareil, je peux prendre les paris, il y a un truc qui est trop cool, le fait que ça soit en base de données, c'est un modèle,
c'est un modèle à la con. En fait, vous pouvez utiliser une requête, vous pouvez faire des where quelque chose, des find quelque chose, des delete all, des destroy all, ce que vous voulez. C'est du SQL normal. C'est-à-dire que quand vous allez voir vos entrées en cache, on y reviendra, bah vous pouvez tout supprimer en une ligne de commande. Vous pouvez voir, vous pouvez faire des stats sur votre cache, des stats sur votre solid queue, des stats sur ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus dur à faire avec Sidekick et avec du cache classique. Bon, c'est quasiment impossible. En fait, je pense que personne ne fait ça. Ou du moins pas à petite échelle, pas à moyenne échelle. Personne ne fait ça. Voilà, on sait que ça marche et on laisse mourir Sidekick et on laisse mourir le cache en RAM et on espère que ça marche. Mais là, on peut faire des vrais stats dessus, on peut faire des dashboards, on peut faire ce genre de choses, donc c'est assez cool. Et comme c'est compatible évidemment avec ActiveJobs et ActiveSupport, bah, c'est compatible out of the box. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ben, on va passer directement à Solid Cache, parce que c'est un peu le but de la présentation. Donc, c'est quoi? C'est un cache store, et tout ce que je vais dire sur Solid Cache, d'ailleurs, est aussi valable avec Solid Cable et Solid Queue. Mais c'est un cache store pour ActiveSupport, donc c'est-à-dire que quand vous allez faire du fragment caching, du rush handle caching, quand vous allez faire du rails.cache.fetch quelque chose, bah, tout ça va être compatible avec ce store, c'est juste un store qui va être compatible avec ça. Donc ça, c'est plutôt cool pour vous à l'usage en tant que développeur Rails. À partir du moment où ça est configuré par votre DevOps ou qui vous voulez, c'est absolument transparent à l'usage. C'est juste que dès que vous allez faire une requête au cache, ça va faire une vraie requête SQL à la base de données. Ça a été testé en prod depuis la naissance de A concrètement, et ça a été mis en place aussi chez Basecamp. Et ça marche bien. Pour l'anecdote, dans la vidéo, il en parle, ils ont à peu près 10 Tera de cache, 10 Tera de cache, pas giga ou méga de cache. Donc ça va permettre plein de trucs, et c'est assez cool, et juste ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de bug majeur connu, donc c'est plutôt cool. En petite feature un peu cool, ça gère le cache, enfin l'expérience du cache. Donc pareil, c'est plutôt chouette, parce que quand on veut contrôler justement quand est-ce qu'on a envie d'invalider le cache, vous savez, en informatique, on dit toujours que les deux choses les plus dures, c'est de nommer une variable et d'invalider le cache. Bon là, il y a un des problèmes qui est résolu. Je rigole un peu, mais en vrai, c'est quand même pratique d'avoir cette feature qui est, pareil, out of the box, on peut invalider du cache. Et quand on y réfléchit, en fait, pour invalider le cache, dans ce cas-là, on peut juste supprimer des entrées dans la base de données, ce qu'on fait jamais en Redis, typiquement, très rarement. Ça gère l'encryption à la volée, le chiffrement, je cherchais le mot, le chiffrement à la volée. Donc pareil, si vous chiffrez votre base de données ou vous dites à vos clients, ok, nous, vos données, elles sont protégées, là, c'est aussi le cas dans le cache, et c'est rarement le cas, c'est pas le cas par défaut, par exemple, dans Redis. Et ça gère le sharding. C'est un détail, mais c'est quand même intéressant de le mettre en place, c'est pareil. On essaiera de le déployer avec Kamal tout à l'heure. L'idée, la philosophie derrière justement ces trois outils solides, c'est de faire des compromis. Et les compromis, c'est quoi? C'est que oui, personne n'est en train de dire que Solid Cache et qu'une base de données est aussi rapide que de la RAM. Personne n'est en train de dire ça. Par contre, il y a des avantages. Redis, vous allez avoir une taille de base qui va être excessivement petite. Généralement, vous allez avoir quelques mégas pour les plans par défaut sur les hébergeurs, quelques gigas si vous êtes un peu riche, quelques dizaines de gigas ou centaines de gigas si vous êtes très très riche. Mais en fait, ça coûte excessivement cher de la RAM, même toujours aujourd'hui. Et du coup, par contre, le compromis, évidemment, c'est que c'est ultra performant, c'est peut-être même le plus rapide qu'on ait aujourd'hui. Et à l'inverse, on va se retrouver avec une base de données, justement, qui va être artificiellement en taille infinie. Enfin, c'est pas un sujet, généralement, la taille de la base de données, ou à part pour les très grosses apps. Mais c'est pas un sujet, rarement. Et par contre, le prix va être ridicule en proportion de, justement, ça coûte. Et les performances, comme je disais, en vrai, ça va. En fait, c'est rarement des problèmes de performance, et j'y reviendrai juste après, mais si on revient rapidement sur le prix, pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'est cher le cache, c'est que par exemple, chez Heroku, pour avoir 500 mégas, je me suis pas trompé, 500 mégas de cache, donc en RAM, ça coûte 120 $ par mois. Donc c'est assez fou quand on y pense, parce qu'une barrette de RAM de ce prix-là, je n'ose pas imaginer. Bon, il y a le service derrière, évidemment, il y a tout un tas de trucs. Mais voilà, ça c'est le plan par défaut. Chez Scalingo, ils sont un peu moins chers. Il y a 4 Go pour 115 € pour le coup par mois. Et chez Scaleway, donc dans du bar métal, j'ai pris Scaleway, mais peu importe, j'ai pas mis j'aurais pu mettre des faux noms. Chez Scaleway, donc du bar métal, pour le même prix, vous avez une machine qui a 16 threads et 8 cœurs physiques. Vous avez 64 Go de RAM et 2 Tera de NVMe pour le même prix. Donc vous pouvez quasiment héberger votre app entière et ne pas avoir de problème de performance avant un certain temps pour le même prix que juste 500 mégas de cache. Donc rien qu'en le disant, je trouve ça fou en fait, mais on se rend pas compte à quel point le bar métal est pas cher par rapport à la performance que ça a. Et voilà, donc c'est toujours intéressant. Et encore une fois, le prix, c'est pas parce que vous allez enlever Redis que vous allez économiser 120 € par mois, c'est pas ça le but.
Et le compromis pour moi le plus intéressant et surtout pour vos utilisateurs, c'est de faire une balance entre la vitesse à laquelle vous allez récupérer le cache et la quantité de cache miss rate. Alors pareil, j'ai pas le mot en français. Le taux d'échec quand on va chercher dans le cache. En gros, l'idée c'est quoi derrière tout ça, derrière la philosophie de Solid Cache, c'est de se dire, ok, je suis peut-être plus lent pour aller en base de données, très bien, et j'ai des chiffres après. Je suis plus lent pour aller en base de données, par contre, bah, mon cache il est quasiment présent toute ma vie en fait. À l'inverse, sur mon Redis, il va être super rapide pour aller chercher du cache, mais en fait, il est quasiment jamais là. Parce que quand vous avez 4 Go de cache, bah en fait, il est quasiment tout le temps invalide, parce que le nouveau cache va remplacer l'ancien. Donc oui, il est super rapide, mais en fait, il est quasiment jamais là. Donc je vais devoir recompute pour le remettre en cache. Donc au lieu d'avoir une milliseconde pardon, de délai pour aller chercher dans ma base de données, bah, je vais avoir 200 millisecondes de compute pour récupérer le cache. Et c'est ça la philosophie de Solid, c'est de se dire comment aller récupérer, comment avoir le maximum de cache pour éviter au maximum le recompute. Et si vous ne me croyez pas, chez Basecamp, ils en parlent dans la vidéo, en termes de performance, sur Redis, ils étaient à peu près à 0,7 millisecondes en moyenne avec Redis, et ils sont passés à 1 milliseconde en moyenne avec Solid, donc en base de données, donc ça fait une augmentation de 40%, donc une réduction de la performance plutôt de 40%, donc on peut se dire c'est énorme 40%, et en écriture, ils passent de 0,9 à 1,4 millisecondes. Donc pareil, réduction des performances de 55%. Sur le papier, on pourrait se dire c'est catastrophique. Mais en fait, à l'usage, ils ont divisé quasiment par 2 le temps de toutes leurs réponses sur Basecamp, parce qu'ils ont du cache tout le temps. Et c'est bien plus rapide d'avoir 1 milliseconde, j'ai pas en slide, c'est bien plus rapide d'avoir 1 milliseconde de plus pour aller le chercher, mais quasiment jamais de recompute. Et ce que je disais pareil l'autre jour, c'est que Solid Cache, ils ont acheté un ordinateur à 500 000 $ et quelques, et c'est que du NVMe, donc ça a été pensé pour fonctionner là-dessus. C'est là où c'est largement le plus performant. La différence aujourd'hui entre du SSD en NVMe et de la RAM commence à être pas très loin. Donc c'est assez intéressant et vous pouvez faire d'autres optimisations. Par exemple, vous pouvez désactiver le Write Logging, je sais pas comment ça se prononce, le WAL. Ça permet à la base de données d'être acid compliant. En gros, l'idée, ça va être de se dire, bah, tout ce qu'elle va faire, elle va vérifier ce qu'elle va faire pour que s'il y a un crash, les données soient dans un bon état. Sauf que là, c'est du cache, on s'en fiche un peu que la base de données soit dans un état propre, on veut juste qu'elle soit rapide. Donc en fait, si vous désactivez ça, vous allez gagner énormément en performance. Et quelque chose que peut-être vous ne savez pas, mais en fait, Postgres, la plupart des requêtes qu'il fait sont déjà en RAM. Ça, c'est quelque chose, on a l'impression que quand on fait une requête, on va le lire sur le disque dur, c'est pas du tout vrai. Postgres, par défaut, il prend 25% de la RAM disponible sur un ordinateur, enfin sur la machine sur laquelle il est, et il va toutes les requêtes principales, toutes les requêtes classiques, il va toutes les mettre en RAM. Et en fait, on a un comportement qui est quasiment similaire à celui de Redis, parce que tout est déjà dans le buffer. Et cette taille de buffer, vous pouvez déjà l'augmenter, et vous pouvez aussi précharger avec l'extension officielle PG Prewarm, vous pouvez précharger une table entière dans la RAM, pour justement ne plus jamais avoir accédé au disque, ou presque, ou du moins toutes les données, tout ce qui peut rentrer. Donc si vous avez, je dis une connerie, 32 Go de RAM, bah vous avez au moins 32 Go de cache qui seront en RAM, avec une vitesse qui est quasi instantanée pour les nouveaux, pour le cache récent par exemple. Un article que je vous invite énormément à lire, c'est celui-là, c'est celui de Andrew Atkinson, qui est spécialisé dans l'optimisation de Postgres, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il dit plein de choses sur ça et sur comment configurer aux petits oignons votre instance Postgres typiquement, et du coup c'est plutôt cool. La même chose, on a exactement la même chose sur SolidQ, c'est exactement le même principe, mais je voulais revenir sur quelques petites features pour vous inciter à le tester et continuer ma petite propagande. Typiquement, on peut penser que c'est moins bien que Sidekick parce que plus récent ou moins connu, mais en fait, la philosophie dans laquelle ça a été créé, c'est de se dire, ok, on connaît Rescue, on connaît Sidekick, on connaît Delay Job, on connaît Good Job, on les connaît tous. Bah en fait, on va avoir une gemme pour les rassembler toutes, en gros, et ça va gérer quasiment toutes les features dont vous avez besoin au quotidien, toutes les vraies features de la vraie vie, entre guillemets. Donc vous allez pouvoir faire du Delay Job, du Concurrency Controls, du Recurring Job et du Bulk Anchoring. Donc en fait, c'est les features principales qu'on utilise dans 99% des cas. Et en fait, ça marche à la perfection avec SolidQ. Pareil, à l'usage, c'est complètement transparent. Et je vous incite fortement à tester. Et vous serez surpris et des performances et de la simplicité de le mettre en place. Pareil, Andrew Atkinson a fait un autre article sur, il a joué avec les performances, il a essayé de pousser le truc un petit peu loin. Et Rosa, pareil, je me répète, mais on a parlé dans sa vidéo, c'est 19 millions de jobs par jour, donc par seconde, j'ai pas le chiffre, mais ça marche quoi. Globalement, ça marche très très bien. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça pour la partie théorie, donc on est ok, on est convaincu, on veut essayer. Ouais. Normalement, on est dans les temps.
Voilà, on est convaincu, on l'a mis en place, on est hyper à l'aise avec l'idée. Bah, comment on le met en place? En fait, c'est assez simple. Vous avez juste à créer deux bases de données dans votre database.yaml. Vous avez juste à dire, OK, bah, je vais spawn une nouvelle base de données, je vais lui mettre un host ou une configuration. Et automatiquement, si dans la production, vous allez, ici dans votre production, vous dites, OK, je veux utiliser Solid Cache, OK, je veux utiliser Solid Queue, il va taper dans les bases de données, les bonnes bases de données, et tout ira bien. Là, on commence à comprendre qu'on va devoir créer beaucoup de bases de données, et je vais faire comme d'habitude ma toute petite pub. C'est un playbook Ansible qui permet d'automatiser la création de serveurs, j'en ai déjà parlé l'autre jour, donc voilà. Mais ça permet de créer des serveurs à la volée et de les configurer, de les sécuriser, de mettre tout un tas de choses en place dessus pour qu'ils soient prêts, production ready, typiquement. Et j'ai rajouté quelque chose récemment, parce que j'aime bien Scaleway. C'est typiquement la suite du playbook, où vous configurez le type d'instance que vous voulez, vous configurez le nombre d'instances que vous voulez avec un nom, vous lancez une commande, donc cette commande-là, et là, typiquement, vous allez juste prendre un café, et c'est hyper important de prendre un café, il faut surtout toucher à rien, parce que c'est le principe, c'est de l'automatisation. Vous ne touchez à rien, et vous revenez 2 minutes plus tard, ça vous a créé toutes les instances sur Scaleway ou sur le provider que vous voulez, ça les a configurées, ça les a sécurisées, ça a installé correctement Docker, ça a enlevé le SSH, ça a rajouté du pare-feu, ça a rajouté des règles de sécurité un peu dans tous les sens, vous n'avez absolument rien à faire. Une fois que nos serveurs sont créés, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'élasticité, bah voilà, on a des serveurs qui sont créés à la volée. On va devoir configurer Camel pour justement lui dire, ok, comment je vais setup mes variables d'environnement pour, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, dire le cache va là, la base de données va là, etc. etc. Donc là, c'est très simple pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai pas de souris. Pour ceux qui connaissent un peu Camel, c'est une version simplifiée là évidemment, mais en soi, une fois que j'ai les adresses IP de mes serveurs, j'ai juste à lui dire, ok, quelle est la base de données principale, celle de la queue, celle du cache, et après, je crée des accessoires pour lui dire, ok, j'ai autant de bases de données que j'en ai besoin, et je lui passe les variables d'environnement, et juste, ça marche, il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus, vous avez juste besoin de spawn des accessories, et normalement, ça devrait marcher plutôt pas mal. Une fois que vous lancez votre commande, donc j'ai mis les deux en parallèle, la première fois vous faites un camel setup, ça déploie toutes vos bases, et les fois d'après, si vous avez besoin de scale, de faire des changements de configuration, vous faites un camel deploy, et la vie est trop belle, et voilà. Normalement, si vous êtes convaincu qu'on a fait tout ça, que vous avez vous avez acheté vos serveurs, que vous les avez physiquement, et que vous avez bien configuré Camel et tout ça, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on retrouve bien nos petits avec nos petites adresses IP, et là on retrouve un Rails qui va taper du coup dans 3 bases de données. Mais bien sûr, c'est adaptatif. Si vous voulez tout dans la même base de données pour X raisons, c'est juste des migrations. C'est juste des modèles qui tapent dans des tables. Il n'y a aucune raison que ça soit, si vous n'en avez pas besoin, que ça soit dans une table à part. Mais ça peut avoir plein d'avantages, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, le cache, on veut qu'elle soit peut-être un peu moins performante, mais qu'elle soit énorme en volume. Par contre, la primary DB, on veut qu'elle soit hyper performante et un peu plus petite en volume. Donc là, c'est adapté. Mais vous pouvez tout mettre au même endroit si vous avez des petits besoins. Et là, j'ai une instance OCQ avec le binjobs, SolidQ, pardon, avec binjobs qui se tape dedans, etc., etc. Par exemple, dans mon cas, j'ai quasiment ma base de données de queue est souvent très 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 petite parce que les jobs s'exécutent très vite dans mon besoin. Ok, j'ai pas besoin d'avoir une base de données à part, je vais la mettre dans une base commune probablement avec la primary DB. Et en quelques lignes de commande, vous allez pouvoir aussi scale, évidemment, passer à l'échelle. Pareil, vous avez juste à acheter 2 nouveaux serveurs, vous mettez une adresse IP sur Camel avec le Camel deploy, vous changez l'adresse IP, vous refaites un Camel deploy, vous devriez mettre un répartisseur de charge devant, mais sinon, voilà, vous avez une instance, une app qui scale à la volée. Alors, c'est pas de l'autoscaling, vous devez acheter les serveurs, les configurer, rajouter l'adresse IP dans Camel, redéployer, mais en fait, j'ai besoin de quoi? 10 minutes pour le faire? Ok, c'est pas d'autoscaling, mais en fait, pour mon besoin, en tout cas, ça me suffit. Et pareil, on peut aller plus loin, on peut faire les fous, parce que j'aime bien acheter des serveurs, et on peut très bien continuer, racheter des serveurs, remettre des adresses IP, on peut faire du sharding comme on a vu l'autre jour, comme tout à l'heure, avec justement, on peut splitter la base de données de cache parce qu'on est des fous, on peut faire du primary replica, mais ça sera le sujet d'un autre talk, parce qu'on est des fous, et en fait, j'ai besoin de 2 lignes de commande pour faire ça, donc c'est plutôt cool.
Si on résume, gardez les choses simples, comme on l'a toujours dit, je connais pas votre besoin, je vous dis pas foncez là, quittez votre sidekick et votre Redis et passez sur ça, je connais pas votre besoin. Pour des petites apps, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de ne pas partir là-dessus. Par contre, pour vos apps actuelles, bah, la question se pose, est-ce que vous avez des problèmes de thunes? Est-ce que vous avez des problèmes de temps humain? Est-ce que, je sais pas. Ça dépend de votre besoin. Moi, par exemple, dans mon tab, on n'a pas migré sur ça, il n'y a pas de raison qu'on le fasse prochainement. Mais en tout cas, la techno existe et elle marche très très bien et ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, juste ça marche, et je pense que pour toutes mes apps récentes, je vais partir par-dessus par défaut, c'est quasiment sûr. Le hardware est bien plus performant que ce que vous pensez, on l'a déjà dit, mais voilà, on a encore cette idée que, voilà, une base de données, elle est sur un disque à plateau en 5400 tours par minute. Bah non, en fait, la puissance des SSD aujourd'hui n'a absolument aucun sens. Bah, c'est toujours un composant de moins à gérer, on l'a dit, c'est des trucs de moins à gérer, donc ça reste cool. Petite anecdote, vous savez, il y a un joli dashboard sur Sidekick. Bah, il y a le même, à peu près, sur SolidQ, qui s'appelle Mission Control Jobs, qui est aussi compatible avec ResQ. Voilà, ça marche bien, et si vous aimez bien les UI plutôt que de faire une requête dans le terminal, ou si des gens, pour X raison, veulent voir des stats dessus, bah, vous avez un joli dashboard. Et j'ai fini. Et je vous incite très fortement à tester soit Camel, soit SolidQ, soit les deux en même temps. Ça vaut toujours le coup de voir à quoi ça ressemble et de pourquoi ça a été mis en place. Et je pense que ça va répondre à vos besoins dans 99% des cas. Et ce qui coûte cher, c'est souvent la transition, mais une fois qu'on est passé, bah après, en général, c'est cool. Voilà, si vous voulez vous revoir cette presse, en tout cas les slides, tout sera disponible à vie sur cette URL avec les autres talks. Donc voilà, merci pour tout. Hébergé sur Camel, pas du tout. Mais voilà, merci, c'est tout. Je sais pas si on a le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je dis pas ça et je souhaite que vous n'en ayez pas. Y a-t-il au moins une question? Yes. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi chez SpanHQ, vous n'êtes pas passé sur SolidQ? Enfin, quelles sont les raisons qui font... Alors, bah, c'est que le coût de la transition. En gros, pour l'instant, ça ne nous coûte pas assez cher ni en humain ni en cash de se dire, ok, est-ce que pour nos utilisateurs, dans le contexte actuel avec les priorisations qu'on a, est-ce que ça vaut le coup qu'est-ce que ça va apporter à nos clients actuels? Bah, pas grand-chose. On n'a pas assez de problématiques de performance. Notre compute est bien assez puissant. Enfin, notre serveur n'est jamais surchargé. Nos pages, la moyenne de nos pages est de 100 et quelques millisecondes. Pour nos clients, c'est absolument invisible. Donc, on n'a pas encore assez de problèmes de cache. Donc, c'est pas le cas de Basecamp et de S, ce genre de choses. Par contre, oui, là, la raison pour laquelle j'ai étudié ça, c'est justement de se dire, OK, on sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver probablement cette année, peut-être l'an prochain. On va commencer à avoir des ralentissements parce que, selon notre croissance actuelle, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on se posera la question de, OK, on augmente la taille la puissance de nos serveurs, ou est-ce qu'on met en place ce genre de choses? Du coup, voilà, pour l'instant, la transition, on pense, ne vaut pas le coup. Mais en tout cas, je l'ai étudié justement pour voir comment ça marchait. Et par contre, sur l'ensemble de mes side projects, la transition est gratuite à part en temps, donc je me suis amusé à le faire pour tout. Déployé avec Camel, évidemment. Mais du coup, ouais. En tout cas, pour l'instant, ma prod de SpendHQ, on n'en a pas besoin. Et c'est pas un besoin. Par contre, ouais, on se posera certainement la question. Par contre, la transition la plus simple, c'est pas forcément SolidCache, c'est SolidQ. Parce que sur Sidekick, il y a énormément de gemmes qui sont très relous à maintenir en parallèle. Donc voilà, j'avoue que j'ai hâte de partir de Sidekick et surtout de Redis, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin là immédiat, quoi. Voilà. Comme d'hab, c'est le coût de la transition. D'ailleurs, petit aparté, mais à SpendHQ, on n'est pas passé sur Camel pour plein de bonnes raisons. On est toujours sur du cloud Heroku pleine balle. Même si on paye trop cher, je pense, pour ce que c'est, bah, en fait, pareil, le coût de la transition vaut pour l'instant pas le coup. Et c'est ce que je dis tout le temps, je connais pas votre contexte, votre besoin, mais c'est pas parce que j'en parle qu'il faut tout migrer et qu'il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Non, non, pas du tout. C'est que pour l'instant, je suis très content de Heroku malgré plein de défauts, dont le prix. Mais en fait, pour l'instant, ça répond à mon besoin, ça génère de l'argent, donc je suis très content. Moi, j'ai juste une question. Du coup, c'est Solid Trifecta, mais t'as parlé que de Solid Q, Solid Cache. Ouais. T'as quoi contre Solid Cable en fait? J'ai rien, mais c'est juste que dans l'immense majorité des applications, on s'en sert pas, où on passe par le mode async de Solid Cable, enfin de Action Cable. Mais dans l'immense majorité des gens, enfin c'est rare les applications qui ont besoin justement d'un Action Cable.
Mais si tu en as besoin, le concept est exactement le même. Il n'y a rien de très intéressant à dire. En fait, tu le mets en place, tu génères une table, tu lances, tu changes le store par Action Cable Store, et voilà, c'est fini. Mais j'ai rien contre, mais c'est juste qu'on en a rarement, quasiment jamais besoin, en fait. Voilà. Mais si tu en as besoin, ça marchera parfaitement. Une autre? Ouais, vas-y. J'en ai deux toutes petites questions. Tu parlais des plugins que tu as sur Sidekick. Est-ce que tu as un petit peu tout l'équivalent des plugins qui permettent de faire du throttling, de faire de la vérification d'unicité de job et autres Justement, il n'y a pas tout, pour être transparent. Mais en plus, déjà, il y a deux choses. Il y a Sidekick Enterprise qui propose tout, concrètement. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire des gemmes pour répliquer Sidekick Enterprise en mode gratuit. Et c'est ça que je disais, les compatibilités sont pas toujours. Enfin, on dépend de gens et surtout, c'est pas toujours simple à gérer. Donc, non, il n'y a pas tout, pour être honnête, qui est one-to-one disponible. C'est juste que tout ce qui n'a pas été fait encore, pour l'instant, j'en ai jamais eu l'énorme besoin. Au boulot, j'en ai besoin. Chez SpanHQ, on en a besoin, donc c'est pour ça que ça fait partie des points bloquants. Pour tous mes autres projets, généralement, bon, l'unicité de job pour des side projects ou des projets beaucoup plus simples que SpanHQ, généralement, bon, potentiellement, on peut s'en passer. Pareil, contexte, besoin, je connais pas, mais non, c'est pas du one-to-one. Non. Et ma deuxième petite question. Ouais. Alors, tu sais que j'aime bien les cas un peu particuliers, parce Oui. que j'ai que ça. Est-ce que tu as des retours d'expérience sur Solid Cache quand tu dois avoir beaucoup de concurrence, mais pas besoin d'une grosse taille de cache? Parce que je sais que Redis, moi dans mon cas, apporte quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir beaucoup de connexions simultanées, même avec du pooling et autres, et ça coûte pas cher d'avoir beaucoup de parallélisation, alors que sur une base de données, ça coûte beaucoup plus cher en général. Je sais n'ai pas que de ça se retour fait pas. d'expérience sur ça, ouais. Je sais que tu m'en as parlé sur Slack, j'ai pas de retour d'expérience particulier sur ça. Pour moi, c'est du pooling classique de base de données avec un nombre de connexions classique à une base de données. Donc non, c'est chaque thread qui tape dans la base de données, mais non, j'aurais pas de retour sur ça. Et surtout, j'ai beaucoup plus, dans le cas que je vois ou avec les gens avec qui je bosse, j'ai beaucoup plus le cas où j'ai besoin d'énormément de cache en taille, parce que c'est des trucs qui sont jamais updatés et qu'on on tape dedans une fois par semaine. Et du coup, ouais, j'ai pas ce cas-là. Mais c'est clair que c'est le cas quand même Le plus classique, plus ouais. classique. Ouais, c'est ça. Merci. Et ben voilà. Sauf s'il y a d'autres J'ai questions. entendu qu'on changeait d'étage. Les gens de chez Simple Evo vont peut-être nous le dire. Mais en tout cas, merci et à tout de suite. Effectivement, on change d'étage, on va vous indiquer, c'est juste en bas. Et ben merci.